La parole est à Michèle Rubirola, première adjointe de la ville de Marseille, qui nous accueille dans ce palais du Pharo, qui est un palais de la ville de Marseille. Michèle Rubirola. Merci Thierry. Écoutez, je vais vous dire que c'est avec une grande émotion et aussi beaucoup de fierté pour Marseille que je vais prendre la parole. Mais alors, je vais prendre la parole en toute humilité parce qu'après tout ce que je viens d'entendre, ma parole, elle va être modeste. Donc, je vais prendre la parole devant vous dans un moment que je pense presque religieux, en ce qui nous relie et ce qui nous unit. Donc, c'est vrai que je suis particulièrement heureuse que nous soyons aussi nombreuses et nombreux à être ici aujourd'hui pour cette grande rencontre sur l'art, la santé et le sacré. Et je tiens vraiment à remercier Maria et Michelangelo Pistoletto d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir rejoints à Marseille. Et je remercie aussi quand même, il se cache, Giorgio Ferrari, de les avoir accompagnés en voiture depuis l'Italie. Non, mais c'est pas seulement ça, l'architecte qui a travaillé pour... Et oui, c'est vrai, mais entre autres. C'est pour ça que j'ai dit on n'en a pas beaucoup parlé. Mais on l'a vu un petit peu dans le film, quand il était là pour mettre en place cette œuvre. Michelangelo, votre présence nous honore autant que l'œuvre que vous avez laissée, qui inspire et accompagne chaque jour de nombreux Marseillaises et Marseillais. Votre création incarne dans notre ville la rencontre. Une rencontre apaisée entre les femmes et les hommes, entre les religions, entre l'espérance et la souffrance. Une rencontre apaisée, interpellée par l'unicité de la souffrance. Votre œuvre est le centre de la rencontre entre les croyances et les religions. Marseille est une ville ouverte sur le monde, aux cultures multiples, aux croyances diverses et aux histoires millénaires. Cette œuvre résonne ici comme le symbole du chemin commun, celui de tolérance et humanisme. Bon, j'ai moi-même été élevée, je suis née à Marseille, j'ai été élevée ici à Marseille, et je dois le dire, dans une famille athée, d'origine d'Italie du Sud pour le côté maternel. Pour autant, nous avons cultivé la culture du merveilleux et du sacré, la sérénité des églises et l'histoire vivante des croyances. Et élu en 2020, j'ai mesuré le poids et l'importance des équilibres religieux dans notre ville. L'accueil du pape à Marseille, au stade Vélodrome, en ce lieu emblématique de la mixité religieuse et culturelle de notre ville, en est le symbole. Je ne vais pas parler non plus de Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, chez qui toutes et toutes, n'hésitons pas à grimper, avec des pois chiches ou pas, dans les chaussures, pour exprimer un souhait, ce qui nous tient le plus à cœur. Cette journée, nous le voyons dans cette salle pleine, a suscité beaucoup d'intérêt et n'aurait pu voir le jour sans la persévérance et le professionnalisme et l'amitié, et je vais vous dire toute l'admiration que je porte, au professeur Maranenki, ici présent devant moi. Cher Dominique, dans cette ville, chacun a un ami, un cousin, une connaissance qui a formidablement été prise en charge par vos équipes. Nous vous disons merci. Merci Dominique, un jour d'être venu me trouver et en me disant « Michel, il faut que je te montre un endroit fabuleux et il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. » Et comme je l'admirais, c'est un de mes maîtres, je l'ai suivi et vraiment, je suis ravie qu'ensemble, on se retrouve ici aujourd'hui grâce à toi et grâce surtout à l'œuvre de Michelangelo qui nous l'avait mise dans un endroit féerique, mythique, angoissant mais exceptionnel, qui l'Institut Paoli Calmette. Je remercie bien sûr l'ensemble des intervenantes et intervenants qui ont accepté notre invitation. Durkheim a pu écrire « Le sacré est un trait permanent et essentiel de l'humanité. C'est ce dont on ne peut s'approcher sans mourir. » Le sacré, la croyance, quelle que soit sa forme, nous entoure et anime des plus grands mystères de notre humanité. Si les arts n'ont pas pour but de guérir, ils guérissent en effet pas le cancer.
les arts peuvent soigner. L'art crée ce sentiment de signification personnelle profonde qui embellit notre vie, quelles que soient les circonstances. Et aujourd'hui, l'OMS reconnaît que les arts améliorent réellement la santé et le bien-être. L'art est ce que l'homme a créé de plus puissant, beau et sincère. Il relie l'individu à lui-même. Et encore une fois, selon l'OMS, l'art donne une clé supplémentaire pour améliorer sa santé. La santé, ce capital irremplaçable et ô combien précieux, et c'est un euphémisme indispensable. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui régit, explique, entraîne une partie de notre monde, et cela depuis des siècles, la santé et le sacré. Si la séparation de l'Église et de l'État, la transformation de notre société, l'apparition et l'accroissement de l'hygiénisme en santé, les progrès de la science ont séparé avec force et conviction le sacré et la santé, parfois dans une chasse aux religieux ou aux scientifiques. Ces deux domaines sont mêlés dans l'histoire et partagent ô combien de caractéristiques et de croyances communes. En 2024, il nous faut retrouver un équilibre entre l'art, la santé et le sacré, une démarche complémentaire où rien ne se substitue aux soins, mais où l'art et la croyance et sa bienveillance ont plus que jamais leur place. Historiquement, la médecine fut une affaire d'abord, dans l'Antiquité, une affaire de transmission familiale, et surtout dans ce contexte, celle d'un accès au mystère. Durant des siècles, la médecine n'a fait qu'un avec le sacré, le religieux ou l'espérance divine. Bien que fondée sur des connaissances opposées au système de santé actuel, il existait déjà un parcours de soins, des règles et des normes respectées par tous. La science médicale a progressé durant ces siècles. Elle n'était pas antinomique, mais plutôt dépendante des règles du sacré. À côté de la célèbre tradition des Asclépiades, de nombreuses écoles de médecine jalonnaient la Grèce antique. Parmi elles, l'école de Pythagore, celui qui ne divulguait son savoir que derrière un rideau et auquel on doit la notion d'ésotérisme. Hippocrate, notre maître à tous, le serment que l'on prête. Et ce matin, quand on a parlé d'Hippocrate, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je me voyais encore jurer. Hippocrate, déjà tout en conservant la dimension sacrée de la médecine, semble avoir introduit les premières notions en rapport avec l'observation et donc les premiers pas d'une approche scientifique. Rappelons-nous que c'est au pied des piliers du temple de Kos que les dormeurs devaient rêver et raconter aux prêtres médecins leurs rêves afin qu'ils soient interprétés. Toutes les religions, du christianisme au bouddhisme, l'ont compris et au cours de l'histoire ont tenté, à leur manière, d'expliquer, de soulager et de faire disparaître la souffrance. Et derrière cette souffrance, la mort et ses après, qu'aucune science ne peut expliquer. L'être humain périssable de passage temporaire, le mystère de sa venue et de sa mort, est le fondement même de l'existence de l'espèce humaine. De son apparition à sa disparition, nous n'avons que deux véritables ennemis, la maladie et la vieillesse. La mort est inéluctable, elle n'est pas notre ennemie, raconte un proverbe africain. Bien sûr, à l'ère de la médecine fondée sur les preuves, du médicament jugé à l'aune du service médical rendu, il ne s'agit pas de caricaturer le sacré ou d'évoquer les plus vieilles méthodes, mais plutôt de comprendre comment la croyance unit, humanise, apaise, permet l'acceptation et peut contribuer, tout comme l'art, au processus de guérison. L'image du médecin occidental est depuis longtemps celle d'un être rationnel, certes toujours dans l'exercice d'une forme d'art, l'art médical, mais ayant depuis longtemps abandonné l'aspect chamanique de la médecine. Tout au long de l'histoire récente, le sacré et la médecine s'affrontent sur l'hygiénisme, sur le vaccin, sur le lavage des mains ou sur des valeurs sociétales en débat telles que le droit à mourir. Paradoxalement, ces deux domaines se sont pendant des années mené une guerre idéologique et parfois physique, mais tout en étant interdépendantes et profondément liées. Mais bien que la médecine soit devenue de plus en plus technique, ne s'est-elle pas appropriée tous les codes du sacré, quitte parfois à les imiter ? Sacré et santé
partagent cette relation quasi mystique, obsessionnelle jusqu'au boutiste de la vie. La personne humaine est considérée par la médecine comme sacrée. Science et sacré sont ainsi ramenés au même niveau, celui de l'humain face au tout autre qui nous dépasse. Roger Caillois écrivait « Tout se passe comme s'il suffisait pour rendre sacré quelque objet, quelque cause ou quelque être, de le tenir pour fin suprême et de lui consacrer sa vie, c'est-à-dire de lui vouer son temps et ses forces, ses intérêts et ses ambitions, de lui sacrifier aux besoins de son existence. C'est de cette façon que la santé et le sacré se sont appropriés le corps mortel des femmes et des hommes. Dans la pratique, la médecine partage avec le sacré le cadre rigoureux d'exercice, les rituels, les enseignements exigeants, des pères et des maîtres. L'hôpital sacralisé par ses rites, la visite du patron, le lavage des mains, le vocabulaire, les vêtements qui évoquent, voire s'inspirent de la religiosité. D'une mise en scène religieuse à une pratique scientifique, il n'y a qu'un pas. Les médecins, comme de nouveaux clercs avec leur spécificité, leur spécialité, leur prestige dans un domaine particulier, reconnus comme fondés par toute la société, constituent une représentation du rôle et du statut des spécialistes du sacré qui guidaient dans l'histoire les sociétés humaines. Tous deux cherchent sans cesse à raconter une histoire dans le temps, à figer des personnages qui ont fondé leur expertise. Comme la religion en son temps, la santé est mythique, car elle est un élément réunificateur qui fait l'objet d'un consensus global. Autre conception commune qui lie le sacré et la maladie, Durkheim a réfléchi à la société qui rend malade. Pollution, stress au travail, addiction. C'est donc pour partie la société et nos modes de vie qui rendent malades les humains. De quoi rappeler, il fut un temps, l'explication du malheur et de la maladie par les péchés de notre société. Pour Durkheim, l'idée de société est l'âme même de la religion. La fascination pour l'inexplicable fait le reste, permettant au sacré une métamorphose supplémentaire. La santé est un domaine si technique qu'une écrasante majorité de patients confient leur corps en toute confiance, saisis de l'enjeu pour leur vie sans véritablement s'approprier le processus de soins et ses méthodes. Telle est la remise du corps entre les mains d'un Dieu ou du sacré. On dit couramment de la santé qu'elle est sacrée en vertu de sa valeur qui surpasse celle de tout bien déterminé. Sacrée également la maladie, depuis la haute antiquité et aujourd'hui encore, qui a le pouvoir de transformer si radicalement l'existence. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ce lien vivant et comment retrouver son équilibre propre à nos sociétés modernes ? Dans la médecine moderne, la science et ses effets ont de toute évidence une place prépondérante. Responsable de progrès extraordinaires dans tous les domaines de la vie humaine, depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie, en passant par la diminution de nombreuses souffrances et même la disparition totale de certaines maladies, la médecine actuelle s'appuie sur des techniques les plus sophistiquées pour démontrer son utilité, son efficacité et par là même peut-être son pouvoir. Tout cela est partagé par beaucoup d'entre nous, ici j'en suis convaincue. Mais la science experte ne saurait nous éloigner de la finalité de l'acte médical qui est certes de guérir, mais aussi d'accompagner, de prendre soin et de consoler l'être humain. C'est l'équilibre à trouver entre science et humain, rationalité et humanité. Accepter la pensée irrationnelle dans un processus de soins si rationnel. Des pratiques alternatives existent, dérangent parfois, mais accompagnent souvent un chemin de guérison. Il serait préjudiciable de les interdire. Il faut savoir encadrer, accompagner, informer plutôt que d'interdire et faire naître ainsi de potentielles dérives préjudiciables au bon déroulé des soins. Concrètement, la médecine par l'épreuve est indispensable et incontournable, mais elle n'a pas d'intérêt à exclure les croyances du patient et la nécessité pour eux de trouver des chemins parallèles d'accompagnement. Comme le sacré doit pouvoir coexister avec le soin, le patient ne doit pas être heurté dans ses croyances, mais accompagné dans ses prises de décision. Le médecin, c'est l'importance de respecter les croyances personnelles. Des praticiens informels qui agissent dans un cadre extérieur à la médecine scientifique ne devraient jamais lui porter atteinte. Le médecin, le psychologue, l'art-thérapeute,
Tous les professionnels du soin endossent le rôle d'accompagnement pour guider le patient sur son chemin de vie. N'existe-t-il pas, outre la douleur physique, une intolérable souffrance et une considérable angoisse à se retrouver seul face aux techniques les plus avancées, seul dans une chambre d'hôpital, seul face aux soignants, quelquefois pressés bien que dévoués, mais rattrapés par le manque de personnel, par ce temps fragmenté, par ce temps qui ne s'étend pas. Je considère qu'il est important que notre réflexion soit portée au-delà de nos frontières. D'abord avec nos amis et voisins italiens si bien représentés par vous, Michelangelo et Maria, et par notre consul d'Italie que je remercie de sa présence ici. Je suis convaincue de cet équilibre entre l'art, la science, le sacré et la croyance. Nous devons tous, comme cela a été initié à l'IPC, dans nos hôpitaux, continuer à travailler à cet objectif. C'est la raison que j'appelle de mes vœux pour cette belle journée. Je vous remercie à toutes et tous de votre présence. La parole est à Éric Berton, donc président d'Aix-Marseille Université, qui nous a accompagnés, l'Aix-Marseille Université. Donc je souligne aussi la présence de Marilyn Crivello, qui est première vice-présidente. Et c'est une journée interdisciplinaire. Et donc nous sommes là au Palais du Pharo, juste à côté du siège de la présidence de l'université. Donc il y a plus que des liens intellectuels et humains qui sont profonds, nombreux et vifs. Éric Berton, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Pistoletto, Madame la première adjointe au maire, Monsieur le directeur de la PHM, Monsieur le directeur de l'IPC, Monsieur le professeur Maranenki, cher Dominique, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci pour cette invitation et cette initiative qui nous réunit aujourd'hui. Merci de me permettre, au travers de cette conférence, de nous questionner sur ce rapport intime, particulier que nous pouvons avoir vis-à-vis du sacré, à travers cette approche croisant l'art et la santé. C'est un sujet complexe qui pose une multitude de questions sur le rôle de l'image du soignant, du médecin, du patient, sur le rapport temporel, spirituel avec la maladie, sur les différents aspects de sa prise en charge, de son accompagnement, par l'art par exemple. Je pense que vous allez aborder cette question de l'expression artistique comme moyen d'accompagnement thérapeutique, la place de l'art dans les lieux de recueillement, comme celui qui existe depuis plus de 20 ans au sein de l'IPC, dans l'œuvre de Michelangelo Pistoletto. La santé revêt, on le sait, des dimensions multiples, physiques, mentales, psychiques. Les voies de guérison, d'accompagnement sont elles aussi multiples. Dans la maladie, la dimension temporelle est essentielle. On parle souvent de course contre la montre, contre la maladie, mais cela empêche souvent de prendre le temps, celui de la réflexion, de l'introspection. La peinture, le dessin, la danse, la musique, le sport sont autant de processus créatifs et d'expression qui peuvent permettre de retrouver un équilibre dans une vie déséquilibrée par la maladie. Le travail sur le mental du patient, sur son psychisme, est aussi fondamental. Je pense ici en particulier au projet Rebond porté par l'IPC et l'université qui s'intéresse à cet accompagnement au travers d'une approche qui s'inspire du coaching de sportifs de haut niveau. Et puis, il y a le rapport au sacré, à la foi, à la transcendance, à la prière, à la méditation. Un vaste sujet, donc, que vous allez aborder en croisant vos regards, vos disciplines, en explorant ce triptyque art, santé, sacré, qui nous questionne finalement au plus profond de nous-mêmes. Alors, merci infiniment pour cette démarche passionnante. Merci de prendre le temps de cette réflexion à une époque où on ne prend plus le temps pour grand-chose. Merci de stimuler la réflexion de la place de l'hôpital, son évolution, son organisation. Merci enfin à toutes et à tous les intervenants qui vont se succéder. Merci. Donc, la parole à Norbert Hervé, directeur de l'Institut Paoli Calmette, et donc qui a
porté avec la ville de Marseille et Aix-Marseille Université, toute cette journée de rencontres. Merci. Donc, je voudrais tout d'abord remercier la ville de Marseille, Madame Rubirola, première adjointe au maire, Aix-Marseille Université, son président Éric Berton, qui a fait un long chemin pour venir nous rejoindre ici, et Madame Marilyn Crivello, sa vice-présidente responsable de la mission interdisciplinarité, la Ligue contre le cancer du Var, Monsieur Jean-Louis Wendling, l'actuel président, et puis son ancien président, notre ami Michel Resbeu, le comité du Var, le comité de Haute-Corse de la Ligue contre le cancer, dont la présidente est Madame Claudine Leguet, le cancéropole PACA, son président Pascal Barbry, l'ensemble des intervenants et bien sûr Michelangelo Pistoletto qui nous a fait l'immense honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Et puis je voudrais remercier également tous les participants qui sont venus nombreux autour de cette rencontre, autour de l'art, de la santé et du sacré. Alors cette rencontre, elle s'inscrit dans le cadre d'un nouveau cycle de débats initié par Dominique Maraninqui. En novembre dernier, on avait fait un premier débat qui était centré sur le thème de cancer et spiritualité, donc voisin de celui-ci. Et puis ça s'inscrit également dans un projet de rénovation de ce lieu de recueillement qu'on vous a présenté tout à l'heure et qui fêtera l'année prochaine ses 25 ans. Alors c'était ce qui était, il y a près de 25 ans, une aventure, peut-être même une utopie réaliste, on va dire, n'aurait pu être qu'une réalisation d'avant-garde sans lendemain, mais elle a représente pour des centaines, des milliers de patients, de soignants, des aidants de nos patients, une réalisation qui respecte les cultes, qui respecte les cultures, invite à la méditation et à l'apaisement. Et donc, à l'occasion de ces futurs 25 ans, nous avons souhaité amorcer une réflexion sur cette réussite pour en comprendre les raisons, pour entendre ce qu'elle nous dit des attentes de ceux qui fréquentent ce lieu, et ceci sous la forme de ces rencontres telles que nous les vivons aujourd'hui, autour de débats qui seront le socle sur lequel nous allons baser notre réflexion pour envisager la rénovation et l'extension de ce lieu. Et puis cet anniversaire, ça a été aussi l'occasion de retrouvailles avec Michelangelo Pistoletto, que ce travail à l'IPC n'avait jamais quitté depuis tout ce temps et auquel il s'est référé dans plusieurs ouvrages, ce qu'on avait un peu ignoré en fait de notre côté. On est ravis de cette redécouverte commune. Alors l'objet de ce nouveau projet, c'est d'étendre cette réalisation en gardant l'esprit qui l'anime dans un hôpital qui s'est agrandi, dont l'organisation a évolué et qui est prêt à renforcer son ouverture sur la ville et la société en faisant connaître et en rendant plus accessible ce lieu. Un nouveau groupe de commanditaires a donc été créé, mis en place au début de 2024, sur le modèle du précédent, avec des patients, des aidants, des soignants, des cadres administratifs, des personnels des services techniques, sous le pilotage efficace de Dominique Maraninqui. Le désir de ces commanditaires, il comprend à la fois une rénovation-extension et une convergence vers le lieu de recueillement avec 3 objectifs. Le premier, donc, c'est de rénover, d'améliorer l'accès en travaillant sur la signalétique et puis en réaménageant un couloir assez moche, d'ailleurs, qui conduit à ce lieu, que ceux qui auront l'occasion de venir le visiter pourront apprécier. Et puis également les abords de ce couloir pour proposer une véritable scénographie qui accompagne vers le lieu et puis qui en permet de s'en détacher pour rejoindre le hall principal de l'hôpital qui est un lieu de vie, de bruit et de fureur par moment, et donc avec un espace de transition. Le deuxième objectif, c'est de vouloir se faire rencontrer à nouveau art, santé et spiritualité en prenant en compte la spécificité d'un projet qui est porté en interne avec pour vocation, comme je le disais, d'être ouvert vers la ville et rendu accessible au public, évidemment dans les limites de ce qu'on peut tolérer dans un établissement de santé. Et puis, l'objectif, c'est de décloisonner les limites symboliques entre le monde hospitalier, justement, et puis l'espace urbain. Et enfin, le troisième objectif, c'est le désir de réaffirmer la notion de recueillement et d'ouvrir un chemin vers l'espérance, dont on a vu l'importance, pour ouvrir un chemin vers la sérénité face à l'angoisse que peut générer les incertitudes d'une maladie telle que le cancer, et accompagner l'engagement des patients et de leurs aidants vers la guérison. Les enjeux du projet, donc, c'est de le faire connaître mieux ce lieu
en prenant en compte les 24 ans de sa vie, parfois mal connus des Marseillaises et des Marseillais, et du monde entier d'ailleurs. Le deuxième enjeu, c'est de prendre en considération l'évolution de l'hôpital dans son fonctionnement, ses nouveaux bâtiments, ses contraintes, qu'elles soient médico-techniques, architecturales, voire financières. Et puis on l'a vu, des nouvelles modalités de prise en charge des patients auxquelles on doit s'adapter. Et puis évidemment, le dernier enjeu, ça va être celui des financements. Madame, vous avez posé la question tout à l'heure. Et la ligne qu'on va suivre dans ce domaine-là, qui est évidemment un peu complexe, c'était celle qu'on s'était fixée il y a 24 ans pour la création de ce lieu, qui est de l'hôpital prendra en charge des travaux au prix du mètre carré des travaux dans un hôpital, parce que l'argent dont on dispose, il est issu des recettes de l'assurance maladie, et donc on ne fait pas supporter par l'assurance maladie des initiatives qui sont un peu éloignées quand même de la délivrance des soins. Et pour le reste, on va compter sur la générosité et aller rencontrer les collectivités locales et puis des mécènes. Donc il y a un peu de travail de ce côté-là dans les semaines et les mois qui viennent. Évidemment, pour ce projet, vous vous en doutez, on a fait le choix de poursuivre la collaboration avec Michelangelo Pistoletto et Giorgio Ferraris, qui était l'architecte qui avait accompagné ce projet, pour leur capacité à prendre en charge, à travers leur démarche artistique et architecturale, les problématiques humaines et philosophiques de notre temps. Voilà, donc avant de terminer, je voudrais remercier Thierry Fabre, qui nous a accompagnés dans l'organisation de cette journée et qui l'anime de façon brillante. Donc je vous remercie de l'applaudir. Enfin, ne l'applaudissez pas trop, puisqu'il reste l'après-midi à faire, donc il ne faudrait pas qu'il se repose. Ah d'accord, bon, ben, c'est parfait alors. Et puis je voudrais aussi souligner l'aventure humaine, la rencontre il y a 24 ans et les retrouvailles aujourd'hui de deux hommes qui sont Dominique Marinenchi, le cancérologue, et Michelangelo Pistoletto, l'artiste, qui ont en commun non seulement d'être des visionnaires, mais aussi d'avoir contribué chacun dans leur domaine à changer la vie des autres. Et je voudrais leur exprimer toute mon admiration et ma reconnaissance et vous souhaiter une excellente journée.